Salut les quiches, je suis trop contente de vous retrouver en cette nouvelle rentrée. Il pleut dehors. Pour une FAQ fashion, une foire aux questions fashion, j'en fais une par an. Vous me posez vos questions, je tente d'y répondre sur l'industrie de la mode, unpopular opinions, etc. etc. Petite tasse de café et puis ma foi, on y va. Ma première question, évidemment, je devais initier cette vidéo avec celle-ci. Est-ce que tu as eu un Brat Summer? Globalement, un avis sur la trend Brat Summer. Comment dire? J'ai eu un August Brat Summer. J'ai eu un mois d'août très cool. Je suis partie en vacances en Croatie en train. C'est trop bien. En fait, j'ai fait un interrail. Je n'avais jamais expérimenté interrail. Ça a son lot de galères et il faut avoir le temps, l'argent, etc., etc. évidemment. Mais clairement, moi, je ne conseillerais pas d'aller en Croatie en interrail parce que c'est pas un pays où le réseau ferroviaire est très efficace. En fait, là-bas, on prend que des bus. Mais pour passer par la Slovénie, l'Autriche et tout, c'est quand même hyper beau. C'est des trains trop magnifiques qui passent dans les Alpes Juliennes et tout. Enfin, c'est vraiment très sympa comme truc à faire. Surtout, il faut pas enchaîner plusieurs trains d'affilée. C'est ce que nous on a fait. En fait, on a dû, pour y aller et revenir, enchaîner littéralement 24 heures de train, 4 ou 5 trains différents. Et évidemment que ça ne fonctionne pas parce que évidemment que les trains ont tous des retards. Du coup, bon, je conseillerais plutôt de faire un voyage moins loin en interrail, ou du moins où tu t'arrêtes à chaque fois que tu prends un train dans la ville dans laquelle tu arrives en fait. Ou alors tu te laisses 4 heures de marge entre deux trains quoi. Mais en tous les cas, c'était quand même des super vacances. Donc j'ai eu un Brat Summer. Mais surtout mon avis sur cette trend. Le Brat Summer, ça vient d'un album de Charli XCX qui est une artiste pop star fabuleuse que moi j'ai connue avec son album du confinement en 2020. How I'm Feeling Now, qui est un album qu'elle a produit, construit seule, toute seule depuis chez elle avec ses fans. Vraiment trop bien cet album, allez l'écouter, c'est de la pop un peu expérimentale, hyper pop, bon bref. Et donc elle a sorti son 6e album studio au début de l'été qui s'appelle Brat, je suis sûre, sauf si vous avez encore une fois déserté internet et que vous avez fait une coupure cet été, bravo les adultes. Si vous n'êtes pas dans ce cas là et que vous êtes comme moi attaché, greffé à votre téléphone même l'été, vous avez vu passer toute cette DA verte avec cette police un peu étirée, un peu pixelisée, Brat, etc. Tout le monde a changé sa photo de profil pour mettre son prénom dans cette typo et tout. C'est un peu devenu genre le mood de l'été comme pouvait l'être l'année dernière le Barbie Summer ou quelque chose comme ça. Moi j'ai adoré l'album, j'adore cet artiste donc évidemment je ne pouvais être que partisane, mais je trouve que au-delà d'un mouvement de musique ou de mode, c'est devenu un peu un truc culturel cet été qui a été jusqu'à impacter les présidentielles aux États-Unis avec Kamala, etc., etc. Il y a quelque chose qui m'intéresse là-dedans et je vais en faire une vidéo parce que ça me pose la question de est-ce que c'est encore possible aujourd'hui d'avoir des contre-cultures? Est-ce que le terme même de contre-culture peut encore être appliqué à des objets culturels aujourd'hui dans la société ultra-capitaliste dans laquelle on vit? C'est une question qui est hyper intéressante et que j'ai envie de développer, du coup on va tout simplement en parler dans une future vidéo. Voilà. Parle-nous de ton année universitaire à Londres, et j'ai une personne qui me demandait aussi comment j'avais financé cette année universitaire à Londres. Alors au cas où vous ne le saviez pas, il y a 2 ans, je suis partie à Londres faire une année de master, un master de Fashion Cultures and Histories au London College of Fashion, et donc j'ai fait ça de septembre 2022 à juin 2023. En réalité à avril 2023 parce que pendant les vacances de printemps je suis rentrée à Paris et je me suis fait une fracture du talus ainsi qu'une rupture totale du tendon d'Achille, donc j'ai dû me faire opérer, donc j'ai jamais pu retourner à Londres. Une ère de ma vie, ma foi, chaotique. Et en fait j'en ai parlé sur Instagram parce que j'ai eu ma remise de diplôme seulement là cet été. Du coup je suis retournée à Londres pour ma remise de diplôme. Qu'est-ce que j'ai pensé de cette année? Eh ben ça va pas vous plaire, mais franchement j'ai été un peu déçue d'un point de vue universitaire en tout cas. Je pense que j'attendais beaucoup de cette école parce que c'est un master, notamment celui-ci, que j'avais en tête depuis très longtemps, depuis la licence en fait, à la fin de ma licence quand il a fallu choisir un master. J'avais déjà envie d'aller à Londres, j'avais déjà envie de faire ce master là, mais en fait c'est tout un processus d'acceptation, c'est assez long, ils te demandent
Ils te demandent d'écrire des dizaines et des dizaines de pages, de passer l'IELTS et tout, et ça m'avait un peu fait peur, et du coup j'avais pas passé le cap à cette époque-là. Plus, j'aimais bien la philosophie, j'avais déjà fini ma licence de philosophie et je m'étais dit, maintenant que je commence un peu à capter comment la philo ça marche, ça serait con d'arrêter. Du coup, j'ai continué en M1 et en M2 de philosophie contemporaine à Paris et ça m'a beaucoup plu, mais j'ai toujours eu cette envie de partir à Londres et notamment cette envie d'étudier la mode parce que même si pendant ces études de philosophie contemporaine, qui étaient des études de recherche, j'ai écrit un mémoire, j'ai fait des recherches sur la mode, j'ai appris un peu toute seule la théorie de la mode et tout. J'avais cette frustration de ne pas avoir de professeur, de ne pas avoir de camarades de classe en fait, qui pouvaient partager cet intérêt et de pouvoir échanger avec d'autres personnes parce que j'étais toute seule. Et en vrai de vrai, en termes d'enseignement universitaire, guys, j'ai été déçue en fait, j'ai été déçue parce que c'était presque introductif et moi c'est vrai que je sortais de 2 ans de philosophie contemporaine, de master de philosophie contemporaine où j'avais fait une recherche sur la mode, j'ai fait un mémoire sur la mode et j'ai pas eu l'impression d'aller plus loin lors de ce master. Pour être un peu plus précise sur ce que je dis, ce qui m'a frustrée c'est qu'on n'a pas vraiment eu de cours d'histoire de la mode en bonne et due forme et que les cours étaient tout le temps assurés par des intervenants extérieurs, ce qui est une bonne chose, franchement, ce qui était cool ça pour le coup. Mais du coup, la qualité du cours dépendait toujours de la personne et c'était des sessions de 4 heures de cours, mais franchement sur les 4 heures, on avait au moins 2 heures de workshops, d'activités là où on devait genre se poser des questions les uns les autres, dessiner des trucs et tout. Enfin, franchement, j'ai pas payé 30 000 € pour savoir ce que Pierre-Paul ou Jacques pense de la robe que ma grand-mère m'a léguée, tu vois. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est un système scolaire où on donne beaucoup la parole aux élèves, ce qui est bien, ce qui manque cruellement en France. En France, on a un vrai problème avec ça, on n'a aucun accompagnement, les cours à la fac, enfin, c'est hardcore en vrai. Mais franchement, à Londres, c'était l'extrême inverse. C'est-à-dire que des fois, les gens n'ont pas des choses pertinentes à dire. Et c'est juste un peu frustrant de devoir assister à ça sans cesse. Moi aussi, j'ai eu une expérience un peu mauvaise parce que du coup, je me suis pété le pied à la fin de l'année scolaire, mais il restait quand même genre 1 mois et demi de cours, donc j'étais bien dégoûtée. Donc j'ai essayé avec les responsables administratifs de mon master, etc., de voir si je pouvais suivre les cours à distance depuis la France. Sauf qu'en fait, la politique de l'Université des Arts de Londres, c'est que t'as pas le droit de donner des liens Zoom à tes élèves au cas où ils les leakent sur YouTube. Alors que je leur expliquais ma situation, que j'étais isolée en Alsace chez mes parents. Enfin bref, la situation était déjà compliquée à vivre comme ça. Et après, ils te font des mamours là, à la remise de diplôme en disant UAL is a big family, je sais pas quoi. Ferme ta gueule la famille en fait. Enfin, il y avait personne pour me donner les cours. Ce qui était une déception étant donné que le master, à cause du Brexit, coûte 21 000 livres aux étudiants internationaux. J'ai dû donc faire un prêt étudiant pour payer ces études qui au final ne sont même pas 1 an de cours parce que les cours se terminent genre en juin et qu'après tu dois écrire ton mémoire. Donc en fait, je trouve que c'est beaucoup d'argent et qu'on a des très bons masters en France à la faculté où on n'a pas besoin de payer des sommes mirobolantes pour avoir un très bon niveau d'enseignement. Et peut-être que ça vaut mieux d'aller à la fac en France dans une discipline qu'on pense un peu générale comme peut l'être la philosophie, comme peuvent l'être les sciences politiques, comme peut l'être aussi la sociologie. Si les questions de mode vous intéressent, je vous conseille plutôt peut-être de faire ça, d'aller dans un master de recherche et de faire de la recherche vous-même en fait, même si un prêt étudiant c'est quasi à taux zéro et en vrai c'est pas la fin du monde. Mais c'est quand même beaucoup de sous. En plus la vie à Londres est chère, il n'y a pas genre le Crous, il n'y a pas le pass Navigo pour les étudiants, tout ça, ça n'existe pas. Moi, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'aidaient à payer mon loyer et à côté de mes études, je travaillais aussi à distance pour une boîte de communication de luxe. J'écrivais des textes et du coup ça me permettait de me payer ma vie. Même si évidemment dans plein de sujets les pays anglo-saxons et l'Angleterre ils sont beaucoup plus en avance que nous et c'est pour ça que j'ai voulu y aller parce qu'en termes de gender studies, de fashion studies, de cultural studies de manière générale, les Anglais ils ont 3 temps d'avance et nous en France franchement on galère encore à montrer que la mode est un objet universitaire digne et légitime. En France pour écrire un mémoire
fort en écriture inclusive, dépendamment de là où tu fais tes études, c'est pas toujours évident. Je veux dire, il y a des trucs comme ça où ça donne envie de partir à l'étranger, et je pense que partir au Royaume-Uni c'est génial parce que ça m'a permis aussi d'améliorer mon anglais de ouf. Ça c'est génial pour la culture, pour les rencontres, je ne regrette absolument pas, j'ai adoré Londres. Si c'était pas aussi cher, j'aimerais encore y vivre peut-être quoi. Donc je trouve qu'il y a énormément de choses positives à cette expérience. Simplement d'un point de vue purement académique, c'est trop d'argent en fait, ils sont fous. 21 000 livres pour avoir 10 heures ou 15 heures de cours par semaine. Bon, voilà. J'ai eu plusieurs questions, ce qui m'a assez surprise sur mon style. Notamment une question qui m'a tapé dans l'œil, qui est celle-ci. Peux-tu nous parler un peu de ton style, les couleurs, motifs que tu kiffes, tes influences, etc. Je pense que la plus grande influence derrière mon style, c'est la série Skins. J'ai été fan, j'ai découvert cette série à la fin du collège, je pense. Et ça m'a poursuivi et je pense que je suis un parfait mélange stylistiquement parlant entre Effie et Cassie. Le côté grunge, un peu dark de Effie que j'ai beaucoup développé surtout au lycée et dans mes premières années d'études. Je portais tous les jours de ma vie des collants Rési. Je mettais toujours une bouche très foncée, beaucoup plus foncée que celle que j'ai aujourd'hui, même si j'aime toujours énormément le rouge à lèvres. Et en même temps une vibe Cassie un peu éthérée, un peu fantaisiste avec des motifs, des couleurs, des matières parfois un peu plus douces comme du satin ou de la soie. De manière générale, j'adore les contrastes. Par exemple, un de mes achats fashion les plus rentables de ma vie que je préfère, je pense que c'est ma pièce préférée de mon dressing, c'est cette petite veste Harley Davidson. Attendez, je la sors. Comme ça, sans manches, avec un col un peu haut et des boutons pression au niveau du col. Une doublure dorée. Derrière, on a ce texte multicolore. Cette trouvaille, c'est une pépite de fripe que j'ai trouvée il y a genre 4 ans, je pense maintenant. Ouais, en 2020, je pense en vrai. Je la porte, c'est simple, un jour sur deux. Et j'aime bien porter ce genre de truc avec cette robe qui est une robe And Other Stories que j'ai depuis que je suis au lycée, je pense. Qui est une petite robe. Alors là, vous voyez pas, mais c'est moulant ça en bas, la partie de la jupe. Là, il y a un pli qui fait que ça remonte. Du coup, il y a une petite fente qui laisse un peu apercevoir la cuisse, ce qui est plutôt sympa. Et derrière, il y a une embrasure qui laisse un peu voir le bas du dos, ce qui est vraiment très joli. Et j'aime bien associer la veste Harley Davidson avec une robe comme ça en dessous, des petits collants genre Rési et des mocassins. Et ça, c'est tout simplement mon uniforme. Et je pense que de manière générale, je suis hyper inspirée par toutes les Manix Pixie Dream Girl de cette planète. Qu'est-ce que c'est que les Manix Pixie Dream Girl? Peut-être que vous ne connaissez pas. Si je vous dis Alexa Chung, ça vous parle tout de suite. C'est peut-être la Manix Pixie Dream Girl originelle. En tout cas, moi, dans mon style, oui. Ça a été une très grande influence quand j'ai découvert la mode au collège avec ma sœur. On était fans d'Alexa Chung. C'est simple, on traquait chacune de ses photos sur Tumblr. Qu'est-ce que c'est que ce terme? Je vous explique. En gros, c'est un terme qui a été inventé, théorisé par un critique de cinéma qui s'appelle Nathan Rabin pour déterminer le rôle que jouait Kirsten Dunst dans Rencontre à Elizabethtown. En gros, elle jouait le rôle de Claire, cette femme dont on ne savait pas grand chose, qui servait surtout à remonter le moral de ses comparses masculins à l'écran, qui était toujours fun, toujours partante, un peu not like the other girls, un peu particulière, un peu bubbly, fantaisiste, toujours partante pour l'aventure quoi. Et en gros, ce critique de cinéma, il dit, je cite, que la Manix Pixie Dream Girl n'existe que dans l'imagination enflammée de réalisateurs pour apprendre aux jeunes hommes à la mangourdie à embrasser la vie, ses mystères et ses aventures infinies. En gros, c'est une fille qui sert un peu de figure initiatique pour découvrir les trucs fun de la vie, etc. Mais en fait, elle sert que à ça quoi. C'est un moyen pour un personnage masculin d'arriver un peu à l'âge adulte ou en tout cas à un autre endroit dans sa vie. Et Alexa Chung, dans une interview, elle dit, je cite, en parlant de la Manix Pixie Dream Girl, elle est généralement excentrique et amusante et en fin de compte peu menaçante. J'ai souvent eu l'impression d'être la Manix Pixie Dream Girl de la mode. Et je pense que ouais, moi c'est exactement ce qui m'inspire dans mon style parce que je pense que je me suis un peu identifiée à ce rôle
en étant plus jeune, étant moi-même assez fun, et excentrique et bubbly et je rigole fort. Voilà pour ce qui est de mon style. Question suivante. C'est Clara, que j'embrasse, qui me demande « Tu penses quoi de Is she fashionable or is she just skinny ?» Si vous connaissez pas ce terme, Is she fashionable or is she just skinny? Pour la faire simple, en gros, c'est depuis quelques temps, je pense, un peu cette réflexion, une réflexion un peu collective qui a émergé et qui veut un peu faire réfléchir sur ce qu'on considère comme étant beau ou stylé. Et en fait sur le fait que y a plein d'influenceuses ou de célébrités qu'on considère comme étant belles, stylées, comme étant des icônes ou des références de style et de mode. Et en fait ce qu'on admire plutôt que leur style, c'est simplement leur corps, leur maigreur, étant donné que la maigreur est toujours le référentiel, la norme de beauté, l'idéal à atteindre, que chaque femme devrait s'efforcer d'atteindre, etc., etc. Je trouve que c'est une réflexion qui est assez intéressante, qui est assez pertinente, notamment dans le cas des contre-cultures fashion. Ça réfère à tout ce que je disais dans ma vidéo sur pourquoi le moche est à la mode. Ces figures un peu pionnières de ces tendances-là, qui se veulent iconoclastes, qui se veulent visionnaires, pionnières d'un nouveau style, qui peut-être pensent prendre des risques fashion, qui peut-être sont à contre-courant et qui finalement ne le sont pas tant parce que ce sont des personnes blanches, valides, minces, grandes, qui en fait fit tous les critères de beauté qui sont installés depuis des décennies et des décennies et qui donc ne rechallenge pas forcément l'esthétique mainstream et qui ne sont pas si courageuses que ça, parce que leur corps leur laisse un passe-droit en fait. Et ça je trouve ça très intéressant parce que du coup ça permet de canaliser un peu ces discours là. Par ailleurs, il faut faire aussi attention à de la manière dont on emploie cette réflexion, parce que ça peut aussi sous-entendre que rien ne peut aller aux personnes grosses. Je pense que c'est une réflexion qui est utile, mais qu'il faut faire attention à pas non plus trop utiliser ou utiliser n'importe comment, parce que ça peut aussi avoir l'effet en fait inverse. Voilà ma réflexion sur le sujet. Question suivante. Quel est mon film fashion de tous les temps? Un film iconique, une référence fashion? Et je vous réponds In the Mood for Love de Wong Kar-wai, parce que je crois que j'en ai jamais parlé sur cette chaîne YouTube. Alors que c'est un film excellent et que le travail de costume est à couper le souffle. Et je parle évidemment des robes Kipao portées par Maggie Cheung, qui est l'actrice qui joue l'héroïne dans le film. Si vous ne connaissez pas In the Mood for Love, sans vous spoiler, c'est une histoire très banale en fait. C'est l'histoire d'un amour qui ne peut pas se consommer, d'un amour impossible, d'une adultère, une passion qui se produit sans qu'aucun corps ne se touche. C'est un film qui se passe à Hong Kong dans une atmosphère très feutrée. Il y a beaucoup de mystères qui enveloppent ce film, beaucoup de silence, beaucoup de non-dits, beaucoup de regards. Et Wong Kar-wai avait demandé au costumier William Chung Suk-ping de retranscrire les humeurs expressément de ces personnages par le biais des vêtements. Ce qu'il a fait avec brio, c'est vraiment un travail exceptionnel, notamment aussi parce que les couleurs sont très saturées, que c'est un film qui se passe les stores baissés avec une pluie battante dehors, et du coup ça donne vraiment cette atmosphère où chaque geste est décuplé en termes de sensibilité, de sensation. Et on est beaucoup plus, du coup, je trouve, porté à être attentif aux costumes dans ce contexte-là. L'homme dans le couple porte des costumes occidentaux gris qui sont très beaux, qui lui vont très bien, mais c'est surtout la femme du couple sur laquelle j'ai envie de m'attarder parce qu'elle porte des robes Kipao. La robe Kipao, c'est une robe emblématique du Shanghai des années 20, des années 30. Mais à l'origine, elle portait un autre nom. C'était une robe traditionnelle, droite et ample, qui a été assez occidentalisée dans la coupe, avec cette coupe moulante plus près du corps, dans les années 20 et dans les années 30. Cette robe est devenue, malgré elle, un peu le symbole, l'emblème du capitalisme, de l'occidentalisme, et donc elle a été carrément interdite en 1949 sous Mao Tse-tung. C'est une robe que beaucoup de Shanghaïennes exilées à Hong Kong portent, dont le personnage principal. Elle en porte une vingtaine ou 25 tout au long du film. En fait, à chaque séquence, elle porte une robe différente, c'est simple. Et le film est très cuté
Le film est assez court, il a été assez ramassé au montage, ce qui donne une impression de changement perpétuel, et ça c'est quelque chose que Wong Kar-wai revendique et plébiscite ouvertement. Il l'a dit dans une interview en 2007, si je ne me trompe pas. En 2009, à une interview pour IndieWire, il dit, je cite, nous avions 20 à 25 robes pour Maggie pour l'ensemble du film. Comme nous avons raccourci le film, il devient comme un défilé de mode, elle change tout le temps. Voyez ce film, je vous en conjure. Question suivante. Lolita qui me pose une question hyper intéressante et assez compliquée. Je vais faire du mieux pour y répondre. Elle me demande, que penses-tu de l'implication grandissante des maisons de mode dans le milieu culturel ? Exemple, club littéraire, Chanel, Miu Miu, financement, production de films, Saint-Laurent, etc. C'est hyper intéressant parce que c'est vraiment une tendance de l'industrie du luxe assez récente, mais qui finalement en fait est l'extension, la continuation d'un mécénat qui dure depuis longtemps. C'est vrai qu'on connaît l'implication des maisons de luxe dans le milieu de l'art, dans le milieu culturel par le biais du mécénat. Et je pense que ça change, le curseur change un peu quand on parle notamment des boîtes de production. Saint-Laurent a ouvert une boîte de production pour produire des films. Dans le cas des clubs littéraires, c'est un petit peu différent parce que c'est pas genre des maisons d'édition, même si les maisons de luxe ont plein de maisons d'édition, le 7L par Chanel, Louis Vuitton et leur Tour City Guide, etc. Ils sont aussi dans le milieu de l'édition, mais les clubs littéraires de Miu Miu et de Chanel, c'est assez intéressant parce que ce sont des clubs littéraires qui se veulent quand même les deux plutôt féministes, où il y a que des femmes, c'est fait par des femmes, pour des femmes, etc. Et ce qui est intéressant, c'est que ça devient, une maison de couture ou une maison de luxe devient quelque part un support journalistique pour diffuser les œuvres, pour partager les œuvres, pour faire parler en fait les autrices en l'occurrence. On pourrait se dire que ça normalement c'est plutôt le rôle des médias journalistiques, etc. ou alors des institutions publiques. Je trouve ça pas si mal dans le cas des clubs littéraires parce que c'est des plateformes où vont intervenir plein de jeunes femmes, de jeunes autrices, des primo-romancières notamment, qu'on connaît, qui sont pas forcément très connues du grand public. Donc si ça donne un tremplin à des jeunes femmes qui se lancent et qui n'ont pas forcément beaucoup de visibilité ou qui ne sont pas forcément hyper interviewées dans les médias plus mainstream, pourquoi pas, ça peut être une bonne idée. Pour ce qui est de la société de production, de la boîte de production de Saint-Laurent et de l'implication dans les films et tout, je trouve ça questionnant parce que ça montre que plutôt que simple soutien de la culture par le biais du mécénat, qui est une pratique qu'on connaît quand même assez bien, qui est très questionnable aussi mais qu'on connaît depuis plus longtemps dans le milieu du luxe, eh bien ces maisons veulent devenir actrices de la culture. En montant une boîte de production de films, Saint-Laurent va faire partie d'un processus de création, même si il y a une liberté qui est laissée à l'artiste, etc. C'est quand même eux qui donnent les sous. Donc évidemment qu'il y a un droit de regard, il faut pas se leurrer là-dessus. D'ailleurs, ils ont sorti un court-métrage qui a été réalisé par Almodovar avec Ethan Hawke et Pedro Pascal. C'est un petit court-métrage de 30 minutes. Et apparemment, Almodovar aurait énormément hésité avant de se lancer parce qu'il tient évidemment à son indépendance. C'est quelqu'un qui a été indépendant, autonome sur la réalisation de ses films quasiment toute sa vie. Et finalement, il a fait signer une clause de liberté artistique, je ne sais quoi, dans son contrat, etc. qui lui garantissait une certaine liberté. Mais est-ce que on peut quand même garantir une certaine liberté si c'est une maison. C'est une question vraiment, j'ai pas d'avis hyper tranché sur la question parce que je trouve ça compliqué dans le sens où ça permet à des artistes d'avoir une plateforme, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir être connus du grand public, d'avoir des sous pour réaliser des projets. En même temps, est-ce qu'on a envie que ce soit des maisons de luxe et notamment des maisons de luxe qui appartiennent à des grands groupes qui eux-mêmes sont gouvernés par des milliardaires? On parle de Kering, de LVMH, de Bernard Arnault, qui est l'un des hommes les plus riches de la planète. Est-ce qu'on a envie que eux foutent leur nez dans les affaires de la culture? Je pense qu'il faut faire très très attention, que c'est un terrain glissant, qu'il faut être vigilant. On est déjà vigilant sur des problématiques similaires dans les médias avec Bolloré, etc., qui rachètent toutes les chaînes, etc. Il faut maintenant l'être dans la culture avec ces grands groupes, en fait, LVMH étant le plus parlant, évidemment avec Bernard Arnault, parce que
Ce sont des personnages, Bernard Arnault, les multimilliardaires, qui sont motivés par des intentions politiques, qui ont un programme politique. C'est pas simplement une générosité ou une philanthropie pure et dure, dénouée de toute motivation politique et de récupération. Derrière, l'idée, c'est évidemment de faire de l'argent, de générer de l'argent. C'est aussi d'asseoir une légitimité, c'est-à-dire c'est de faire rentrer en fait les maisons de mode dans quelque chose qui est si profondément ancré dans notre identité française, la culture, qui est un peu genre le Graal de notre identité française. C'est vraiment un truc qui est légitime. La culture, c'est profond, il y a du fond. C'est injecter du fond dans des maisons qui font de la mode, qui sont encore superficielles, etc. Donc c'est asseoir une légitimité, asseoir un certain pouvoir. Et ça, faut se poser cette question-là. Moi, je pense qu'on a toujours quelque chose à perdre dans la privatisation, dans la libéralisation de la culture, que la culture, moi, je la conçois... c'est peut-être très utopiste et c'est peut-être un vieil idéal socialiste de Malraux ou je ne sais quoi, mais je la conçois comme étant un projet politique collectif qui a son ministère. La culture devrait d'abord être financée par des moyens publics, en fait, par des financements publics, parce que c'est un projet qui nous concerne toutes et tous, parce que la culture ne devrait pas être rentable. Dites-moi ce que vous en pensez, parce que y a plusieurs facettes à ce problème-là et que... Voilà, ma réponse, j'espère, était claire. La dernière question, parce que, en fait, j'ai répondu hyper profondément à chaque question, mais je suis contente de vous parler. Peut-être que je referai des FAQ Fashion plus souvent si vous avez d'autres questions qui vous turlupinent et que vous trouvez le format cool, parce qu'en vrai, c'est assez sympa de parler de sujets qui méritent pas une vidéo ou que j'ai pas envie de traiter ou d'approfondir plus que ça, mais d'en parler un peu librement dans ce format un peu... Enfin, je trouve ça assez chouette, donc bon, si vous voulez que je fasse plus souvent des FAQ... fashion, dites-le moi. Mais du coup, la dernière question, qui n'est pas vraiment une question mais plus une réflexion, qui est revenue 2 fois d'ailleurs, sur les parfums. Quelqu'un qui me dit le parfum comme accessoire, objet de mode, parfum de mode et de niche. Et une autre personne qui me dit les parfums ont pris tellement d'ampleur que j'ai l'impression que la mode est passée au second plan. Et je trouvais ça intéressant de finir sur les parfums parce que j'aime beaucoup les parfums, mais aussi parce que ben ouais, c'est vrai, c'est une réalité. Le secteur de la parfumerie, il est hyper important. Quasi toutes les maisons de mode ont une filiale produits de beauté, maquillage, parfumerie maintenant. Et c'est peut-être celle qui rapporte le plus parce qu'en fait la mode, en tout cas pour les maisons de luxe, elle est pas rentable, elle est très peu rentable. C'est pas là-dessus qu'ils se font tout leur profit. La haute couture, n'en parlons pas, c'est carrément pas rentable du tout. C'est vraiment sur les produits de beauté et notamment la parfumerie. La parfumerie, alors, si on fait une petite histoire de la parfumerie, je trouve ça cool d'en parler. Je parle jamais de parfum, donc c'est ma chaîne, on va parler parfum. Le premier couturier à s'être intéressé à la parfumerie, c'est Paul Poiret. À la fin du 19e siècle, il a lancé son parfum, mais c'est notamment depuis Gabrielle Chanel, depuis le fameux numéro 5, que le parfum est vu comme un accessoire de mode au même titre qu'un bijou ou qu'une paire de chaussures ou qu'un sac, quoi. En gros, le parfum fait partie d'une silhouette, d'une allure, il parachève tout ça, et donc chaque grande maison de mode devrait avoir sa ligne de parfum parce que sans parfum, une femme n'est pas prête à sortir. Quelque part, c'est un peu ça l'idée qui a été initiée avec Gabrielle Chanel. Elle a été très forte parce que ça a été la première à créer un parfum de synthèse, un parfum où en gros, bah, il y a énormément, je sais plus combien de senteurs dans ce parfum, mais c'est un truc qui n'est pas du tout naturel parce qu'elle voulait faire un parfum qui ait l'odeur de femme. C'est elle qui dit ça. Et puis je pense que ce design ultra minimaliste, ultra simpliste, c'est un truc qui ne se faisait pas avant. Avant, les parfums, c'était hyper mièvre. Avant Gabrielle Chanel, c'était jonquille, violette, rose, avec quelques notes de muguet. Et c'était genre un flacon hyper kitsch et tout. Et Gabrielle Chanel a fait du parfum un truc résolument contemporain, qu'il est toujours. Après, évidemment, tout le monde a suivi. Dans les années 60, le parfum s'est ultra popularisé avec Saint Laurent, qui a investi dans les campagnes de pub autour des parfums. Donc c'est devenu un élément hyper central dans les maisons de mode. La dernière marque qui s'y est mise, c'est Fendi, en juin dernier, qui a sorti sa première ligne de parfum. Il y a aussi Dries Van Noten qui récemment a sorti une gamme à la fois cosmétique et parfum. D'ailleurs, le packaging, je sais pas ce qu'ils valent, je suis sûre que la qualité est top par ailleurs, ça m'étonnerait qu'ils aient fait un truc de merde,
mais juste le packaging est magnifique. Bref, donc toutes les maisons ont maintenant un parfum, et aujourd'hui on assiste à un phénomène qui est assez intéressant, enfin depuis quelques années, c'est que aujourd'hui t'as plus besoin d'avoir une maison de mode pour créer une marque de parfum et que ça marche. La preuve, Diptyque par exemple, je pense. Ce truc de bougies et de parfumerie qui marche hyper bien. Il y a énormément aujourd'hui de maisons qui sont simplement des maisons de parfumerie, qui ont une identité à part entière, qui ont un storytelling, qui savent vendre leurs produits sans en faire le complément d'une silhouette ou l'accessoire pour parachever une allure, un look quoi. Voilà ma réflexion sur cette question qui n'en est pas vraiment une, mais en effet la mode passe limite au second plan parfois. Quelqu'un qui en parle très bien sur TikTok, il s'appelle Pisse Vinaigre, je crois que c'est ça son hâte. J'aime trop ce mec, il est passionné de parfum, il en parle hyper bien, il connaît tout, lui il sait décrire les notes, les trucs et tout. Moi j'adore le monde de la parfumerie, je trouve ça philosophiquement aussi hyper intéressant. Je sais plus qui en parlait, si c'est Georg Simmel ou Barbara Carnevali, mais Barbara Carnevali devait en parler en se référant à Simmel, deux philosophes, hein, une actuelle contemporaine, Carnevali, et Simmel, le philosophe sociologue allemand du début du XXe qui a théorisé la mode, dont je vous parle vidéo après vidéo, qui parle du parfum comme étant une composante essentielle de ce qui fait l'identité d'une personne, et il y a un élément, une part de magie un peu à cet attrait olfactif qu'on peut avoir quand quelqu'un sent bon, les souvenirs que ça peut faire remonter et tout. Je trouve que ça serait trop intéressant, pourquoi pas aussi, de faire une vidéo sur le parfum et philosophiquement comment ça influence notre rapport au monde, notre rapport à notre identité et tout. Enfin bref, bon, pas moi qui ai genre 15 000 idées de vidéos par vidéo, faudrait se calmer. Il y avait une dernière question que j'aurais aimé pas traiter, c'était sur ce que je pensais de l'état de la presse fashion actuelle. Mais en fait, c'est une question qui est hyper vaste. Donc soit j'en ferai une vidéo YouTube, soit j'en ferai un TikTok. Suivez-moi sur TikTok. Je pense que je vais en faire un TikTok parce que j'ai envie un peu de me poser cette question en septembre. Parce qu'en septembre, il y a tous les numéros les plus importants de la mode, c'est les September Issues, c'est des gros numéros, le Vogue il est bien gros en septembre et tout. Donc je pense que ça pourrait être intéressant de soit dans une vidéo YouTube, soit dans un TikTok, de parler de tout ça. Donc je vous enjoins à me rejoindre sur TikTok, c'est Fashion Quiche partout. Merci beaucoup de m'avoir posé toutes ces questions, c'était un plaisir d'y répondre. C'est un plaisir de revenir pour cette rentrée scolaire sur cette plateforme que j'aime tant, YouTube, qui est ma plateforme préférée. Je vous souhaite bon courage pour la rentrée, si vous êtes à la fac, si vous êtes au lycée, si vous êtes travailleur ou travailleuse, si vous êtes au chômage, courage aussi. C'est une période qui est toujours un peu déprimante, mais bientôt les feuilles vont être oranges et rouges et ça c'est trop beau, moi j'adore l'automne. Il va faire froid, on va pouvoir mettre nos petites jackets, nos petits collants et tout, enfin ça fait trop plaisir, donc remontons-nous le moral par cette perspective. Je vous embrasse, merci de me suivre, n'hésitez pas à liker la vidéo, à commenter. Gros bisous.